qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut être préparateur mental. Tu peux te dire, ok, je suis préparateur mental, et personne ne peut t'en empêcher. C'est basé sur des recherches scientifiques et qui va permettre d'éviter d'aller chercher des charlatans ou des choses comme ça. Parce que c'est peut-être, là je prends un contre-pied, je vais d'abord aller chercher le bien-être de l'athlète, et dès lors où il y a le bien-être, finalement il va y avoir performance derrière. C'est important de personnaliser ce qu'on propose, ne pas proposer la même chose pour chaque sportif, parce qu'on a tous des préférences. On parlait de connaissance de soi, on a tous des qualités différentes, des envies différentes, des besoins différents, et ça c'est hyper important de personnaliser. Les outils que je peux te proposer, c'est ça et ça. Vers quoi toi tu veux tendre? Et l'athlète va dire, moi, l'imagerie mentale, ça me parle plus. Ok, on part sur cet outil. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Maintenant, il y a beaucoup de clubs qui dépensent du budget pour la préparation physique. Alors pourquoi pas pour la préparation mentale? Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau format « T'en penses quoi ?» Je me présente, moi c'est Rojdi Bounab, je fais partie de l'équipe de Talmental et aujourd'hui je suis accompagné de Léo Spiziak, fondateur du podcast Talmental. Spiziak s'il te plaît. Spiziak. Merci. Et de Charles Drouard. Exactement, c'est ça. Préparateur mental de l'équipe Talmental. Aujourd'hui, on tente un nouveau format. On a vu que nos auditeurs nous ont posé plein de questions sur nos réseaux sociaux notamment. Et on s'est donc réunis aujourd'hui pour essayer de tenter d'y répondre. En tout cas, les deux préparateurs mentaux vont m'aider dans cette mission qu'on s'est fixée aujourd'hui. Carrément, très hâte de partager ce petit nouveau format avec vous. L'idée, c'est qu'on puisse parler à un maximum de personnes. Donc là, on parle vraiment entre potes, entre nous, et on va répondre à vos questions du mieux qu'on le peut. Écoutez, c'est parti. Je vous lance la première question qu'on a reçue avant-hier. Est-ce que tout le monde peut bénéficier de la préparation mentale ou est-elle destinée uniquement aux athlètes et aux artistes? Pour moi, j'aime bien dire que la préparation mentale, c'est avant tout de la connaissance de soi et c'est comprendre comment le cerveau fonctionne. J'ai dit dans un podcast avec Stéphanie justement que pour moi, le cerveau, c'est une télécommande. Chacun a sa télécommande. Avec cette télécommande-là, tu peux gérer plein de choses. Tu peux gérer tes émotions, voir comment tu réagis sur différentes situations et apprendre à te connaître. Moi, mon but en tant que préparateur mental, c'est, comme je disais, c'est d'être le technicien orange qui va t'apprendre à comment fonctionne cette télécommande pour qu'après tu puisses la gérer tout seul. Et cette télécommande, que tu sois sportif, artiste ou même une personne de tous les jours, je pense que tout le monde en a besoin de savoir finalement qu'est-ce qui se passe dans la tête. Tout le monde a un cerveau, mais tout le monde ne sait pas comment il fonctionne. Donc on peut apporter de l'aide là-dessus pour gérer ses émotions au quotidien, gérer son stress, savoir comment on peut être motivé, comment être performant. J'espère en tout cas que je donne la réponse à la question. Charles, j'aimerais bien avoir ta version aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est accessible à tout le monde, qu'on soit sportif de haut niveau, artiste, même étudiant. Je travaille avec des étudiants. Après, ça reste quand même aujourd'hui en France réservé à l'élite sportive, puisque ça reste quand même un budget. Donc c'est pour ça que tout le monde peut travailler sur le plan psycho et sur le plan mental. Par contre, ça reste quand même réservé à de l'élite, étant donné que ça reste quand même un budget. J'allais t'en parler justement, j'allais rebondir là-dessus. Parce que du coup, sur ce format, je me permets moi aussi de prendre votre place et de poser des questions. J'en profite pour apprendre. Justement, je trouve que la question, elle est peut-être un peu mal posée parce qu'elle est destinée aux athlètes et aux artistes. Donc là, tu critiques l'auditeur. Je me permets de critiquer l'auditeur. En fait, pas forcément de critiquer, mais d'apporter plutôt un point de vue. Je trouve qu'elle est destinée aux athlètes et aux artistes aujourd'hui parce qu'elle a un certain coût. Du coup, ma question, c'est comment, quand on est du coup pas forcément une personne qui avons le budget de se permettre de se payer un préparateur mental, par exemple, comment moi je peux faire pour travailler mon mental tout seul, étudiant fauché ou salarié. Enfin, j'ai pas forcément les... C'est une question intéressante. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu destiné, on va dire, à une élite, un peu comme on pouvait entendre sur le psy finalement. Plein de personnes disaient, ouais, mais je vais aller chez le psy, mais ça coûte trop cher. Pour le psy, l'État a mis en place des tarifs récemment pour qu'on puisse, en fait, soit remboursé par l'assurance maladie. Je crois que c'est sous ordonnance, il y a peut-être 7 ou 8 consultations qui sont remboursées. L'idéal serait que ce soit pareil pour la préparation mentale, pour que ce soit beaucoup plus accessible également. C'est vrai que la préparation mentale, c'est assez destiné pour l'instant au très haut niveau, parce que plus on a du haut niveau, plus on a du budget, et du budget à dépenser pour ça. Maintenant, il y a beaucoup de clubs, même dans les clubs amateurs, qui dépensent du budget pour la préparation physique. Alors pourquoi pas aussi débloquer des budgets pour la préparation mentale? Je fais un petit parallèle, mais par exemple, il y a beaucoup de clubs de foot qui bossent avec 3 kinés, avec 2 nutritionnistes, un prof de yoga, etc. Mais il va avoir 0 préparateur mentaux. Donc je pense que quand on aura commencé à intégrer la notion de préparateur mental dans plein d'effectifs, dans plein de clubs, etc., ça va aussi démocratiser la chose. Et ça sera moins réservé justement à cette élite. Ouais, moi je suis assez d'accord et je pense que c'est ce qui permet, Léo parlait de la connaissance de soi, c'est ce qui permet d'apporter aussi de la performance derrière. Moi aujourd'hui je suis dans un staff, dans un club de hand, il y a l'entraîneur et il y a moi. L'entraîneur il est sur le plan technique, moi je suis plus sur le côté la gestion d'hommes, comment arriver à mettre les meilleurs ingrédients pour que les joueuses puissent être performantes le jour J. Et ça fait une bonne osmose et on travaille main dans la main pour avoir les meilleurs ingrédients le jour J. Et par rapport à ça, la question c'est comment en fait on peut
utiliser le mental au quotidien sans forcément dépenser des moyens très importants. Dans l'émission, on a toujours une rubrique qui s'appelle T'as le mental. Et justement, on donne plein de tips qu'au quotidien, on peut utiliser pour justement se permettre d'avoir des petits outils, on va dire, pour pouvoir progresser. On peut citer quelques exemples qu'on avait cités pendant les émissions. Il y avait Lorraine Ramby, l'escrimeuse, qui avait dit que devant son miroir, elle se faisait plein de compliments. Et que ça, c'était un gros bonus pour elle. Il y a Marc qui expliquait une théorie folle. Il disait que dès qu'il voyait une table basse, il faisait des abdos, par exemple. Il y a plein de théories qui sont faites. Moi, par exemple, pour travailler mon mental, je fais des bains glacés. Et j'ai pas à payer un préparateur mental, c'est mon truc à moi. Voilà, sur YouTube, sur la méditation. Voilà. Typiquement, sur YouTube, on a des trucs de cohérence cardiaque qui durent 5 minutes, qui sont très bien faits. Et en fait, ça suffit. Et c'est juste s'intéresser, s'ouvrir aux choses. Et je pense que c'est accessible à tous, en vrai, la préparation mentale. Je pense qu'on a fait le tour de cette question. Prochaine question. Y a-t-il des preuves scientifiques qui soutiennent l'efficacité de la préparation mentale? Nous sommes des complotistes, nous inventons tout ce qu'on raconte. Vas-y Charles, je te laisse répondre. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des cursus universitaires, licence, master, qui vont permettre d'avoir ce diplôme de préparateur mental qui est reconnu au plan universitaire. Et le but là aujourd'hui, on essaye de se battre pour que ce soit reconnu aussi au même titre qu'un psychologue du sport, mais c'est basé sur des recherches scientifiques. Donc aujourd'hui, c'est reconnu, il y a un cadre légal. Bah justement, Il y a un cadre déontologique sur toutes ces choses-là. J'ai justement un code de déontologie qui a été fait par la Fédération française de la préparation mentale. Ils expliquent qu'il y a un cadre, que c'est la préparation mentale, ce qu'on peut en faire et quelles sont nos limites, parce qu'il y a aussi des limites, je pense qu'on reparlera de ça, mais où est-ce qu'on peut agir et où est-ce que ça s'arrête. Et aujourd'hui, il y a la SFPS aussi, donc Société française de psycho du sport, qui travaille sur ce cadre déontologique, qui permet de mettre les experts en préparation mentale, donc soit qui ont fait psycho du sport, soit préparation mentale, donc plutôt un cursus STAPS, et qui va permettre d'éviter d'aller chercher des charlatans ou des choses comme ça. Parce que il y a aussi aujourd'hui des gens qui se prétendent préparateurs mentaux avec une formation par exemple d'1 mois ou des choses comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut être préparateur mental. Toi, Rush, tu peux te dire, ok, je suis préparateur mental, et personne ne peut t'en empêcher. Il n'y a pas de diplôme officiel qui dit, ok, j'ai ma plaque, on ne peut pas. Ok, donc il n'y a pas un diplôme qui est reconnu par l'État, il n'y a pas... Non, il y a des diplômes qui sont plus ou moins certifiants. Charles, tu peux parler de ton expérience peut-être avec ton master. J'ai fait la licence TAPS à Orléans et après je suis parti 2 ans sur Montpellier où je me suis formé qu'à la préparation mentale. Donc j'ai un master, alors il s'appelle préparation psychologique et coaching. Aujourd'hui c'est psycoach. J'ai 5 ans d'études après le bac où je me suis formé qu'à la PM. Moi c'est différent, j'ai un DU, un diplôme universitaire qui est vraiment que sur de la préparation mentale. C'est moins important que son master, mais c'est beaucoup plus important que d'autres formations en ligne qu'on peut trouver. Ok, parce qu'aujourd'hui, il doit y avoir plein de formations en ligne et tout un peu... Et ça reste un bidon. Un business, ça reste quand même aussi un business. Et je pense qu'on peut, peu importe la manière dont on se forme, ce qui est important, c'est de continuer à se former et à s'informer surtout. Moi, je sais que je suis formé à un DU, je me suis jamais arrêté au DU. Je me suis formé à l'hypnose avec Marc, justement. Je m'intéresse, on échange beaucoup avec Charles, je suis sur le terrain, je lis beaucoup de choses. J'ai lancé ce podcast, ça veut dire que être préparateur mental, c'est aussi pouvoir toujours se développer et être ouvert d'esprit pour apprendre de nouvelles choses et appliquer surtout ce cadre légal qui est la préparation mentale pour éviter toutes les dérives. Je vais continuer du coup sur les questions, on est bien parti là. Salut tout le monde, c'est Léo Spisac, fondateur du podcast Tal Mental. Petit message pour vous dire que si vous appréciez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager au plus grand monde. L'idée c'est qu'on puisse vraiment développer la partie mentale, donc toucher un maximum de monde. Pour le référencement, c'est hyper important pour nous. On pourra avoir des sportifs monstrueux et partager tout ça ensemble, donc n'hésitez pas à faire tout ça, ça serait vraiment trop cool. Allez, à bientôt. La prochaine question. Comment concilier la recherche de performance avec le bien-être mental? C'est une très très bonne question. Charles, est-ce que tu as une petite idée de réponse là-dessus? Ça met en difficulté. Non, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, je vais d'abord aller chercher, et c'est peut-être, là je prends à contre-pied, je vais d'abord aller chercher le bien-être de l'athlète. Et dès lors où il y a bien-être qui est recherché, finalement, il va y avoir performance derrière. Je me dis que si l'athlète, il se sent bien à l'entraînement, il se sent bien dans le groupe, il se sent bien dans son équipe, il se sent écouté par son entraîneur, par le staff, toutes ces choses-là, forcément finalement derrière il va y avoir la performance. Et le risque ce serait de faire l'inverse, parce que si on est que sur de la perf, on se dit le plaisir va venir. Alors peut-être que si on a des bons résultats, le plaisir peut venir, mais sur du court terme. En revanche, sur le long terme, ça résoudra pas le souci de bien-être. Donc je pense que je suis d'accord avec Charles. Le plus important pour nous, c'est d'abord que le sportif se sente bien, et c'est ce bien-être-là sur lequel on va insister. Et si plus il va se sentir bien, plus il y a des chances qu'il atteigne cette performance. Préparation mentale égale forcément bien-être. C'est ce qu'on recherche en premier. Moi, c'est ce que je vais rechercher, en tout cas, quand l'athlète, je le vois, par exemple, qui va venir à l'entraînement, qui va un peu baisser la tête, qui va pas forcément avoir envie. Là, par exemple, on était en match contre les premières ce week-end. Je pense que c'est un match qu'on aurait pu gagner. Je suis convaincu qu'on aurait pu gagner, mais à un moment donné, on n'a pas mis forcément tous les ingrédients pour aller gagner cette équipe. Pourquoi? Parce que on n'a pas assez mis d'intensité, on n'a pas assez mis d'énergie. Dès qu'on a fait une faute, la tête un petit peu dans les chaussettes. Enfin voilà, mais ces choses-là, ça se travaille aussi à l'entraînement.
Comment tu le bosses à l'entraînement, par exemple, ça, tu parles, je sais pas, si tu prends un exemple, si on peut expliquer un petit peu aux auditeurs. Typiquement, un échec, on baisse la tête. Comment on travaille là-dessus à l'entraînement? Et comment tu travailles sur la cohésion de groupe pour que les... Voilà, c'est deux questions à... sur la... Là, c'est tout ce qui est, par exemple, gestion des émotions. Ouais. Donc, gestion de la frustration, par exemple, toutes ces choses-là. C'est arriver, en fait, à se dire que c'est plein de moments, plein d'instants, plein de moments présents les uns à la suite des autres. J'ai eu un échec, je peux pas revenir dessus. Dans tous les cas, c'est fait. Bah, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est l'action que j'ai à faire là, à l'instant T. Donc, je viens de rater mon tir. Bah, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est revenir en défense, aller me positionner. Et du coup, il va y un avoir... peu vivre dans le moment présent, c'est un peu... Pour moi, je suis convaincu que l'athlète qui va rester le plus longtemps possible, ça, Léo, il l'a entendu plusieurs fois, l'athlète qui va rester le plus longtemps possible dans le moment présent, il va être performant derrière. Et c'est là où je peux me permettre une petite intervention. J'ai cette carte-là de Novak Djokovic. J'utilise beaucoup ça dans le tennis parce que je suis aussi entraîneur de tennis. Et j'interviens beaucoup dans le tennis sur la préparation mentale. Sur le discours interne, donc Novak Djokovic, qui est ex, mais maintenant aussi numéro 1 mondial, qui a une longévité énorme et mentalement qui est très très bon. Je vous la lis, avec moi qui peut l'avoir pour l'instant. Avant, je me figeais dès que je faisais une erreur. Aujourd'hui, lorsque je rate un service ou un revers, j'ai toujours ces moments de doute, mais je sais comment les gérer. Je reconnais les pensées négatives et je les laisse passer en me concentrant sur le moment présent. Donc en fait, il explique que ça peut toujours arriver. C'est pas parce qu'on le travaille que ça va plus arriver. On est humain, donc les pensées viennent. Par contre, il les laisse passer et il sait sur quoi se focus. Donc ça reprend un peu ce que Et tu du disais. coup, il y a que 4 choses, finalement, et là, pour les auditeurs, ça peut être intéressant de le savoir. Il y a que 4 choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle. Est-ce que vous les connaissez? Vous voulez que je tente des trucs, c'est ça? Allez, lance-toi. jouons un peu. On peut avoir le contrôle sur l'action qu'on fait à un moment T, Ok, sur comment je réagis aux émotions que je ressens. ok. Genre, Donc, je peux les pas émotions. gérer les émotions. Les émotions. Mais il a déjà la réponse, j'ai l'impression. Ouais, vas-y, continue. Donc, action, émotion. Pour moi, j'ai que ces deux-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Enfin, il y en a 4. Hein. Ce qu'on peut maîtriser. Ouais, sur lesquelles on peut avoir le contrôle. Ouais, nous, Charles. Je vous le dis. Ouais, bon, ouais, Les 4 choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle, et je vous invite à penser à la poire en anglais, c'est pire, c'est les pensées, les émotions, les actions et du coup le résultat. Et si je travaille sur mes pensées, du coup ça va avoir un impact sur mes émotions, qui va avoir un impact sur mes actions, Donc et c'est du un coup sur système mon... en chaîne, c'est pas C'est dire- exactement ok, ça. d'accord. Donc c'est pour ça que Novak parle du discours interne. Je Tu vais aller l'appelles travailler Novak, sur... tu te permets de l'appeler Novak. Novak, c'est mon poteau. Ok. Il va aller travailler sur ce discours interne qui va avoir des conséquences sur les autres choses derrière. C'est un choix, une action entraîne une autre pour arriver là. C'est pas Exactement. directement je m'attaque au résultat. C'est parce que j'ai ça, Non. ça qui Et permet souvent, on d'avoir a ça. tendance à s'attaquer principalement aux résultats. Carrément. Je te rejoins là-dessus. Ok, donc on gardera en tête que bien-être égale performance. J'en suis convaincu aussi. C'est une belle phrase, moi j'aime bien. Une prochaine question, des abonnés Instagram, toujours. Comment garder le mental quand ça va pas bien? Déjà, moi, je pense que très souvent, il faut relativiser. Le sportif, il est souvent dans sa bulle. Ça veut dire qu'il voit son environnement, il voit sa propre carte de ce qu'il voit. C'est-à-dire, on a parlé dans une émission avec Arnaud Clément, on dit que la carte n'est pas le territoire. Chacun a sa propre carte de son environnement, et ma carte n'est pas la même que Charles, ou n'est pas la même de Rush. J'avais pris l'exemple en disant, bah, je sais pas, on peut faire une autre chose, mais imaginez un arbre. Ok? Vous voyez quoi? Charles, tu vois quoi? Moi, Tu vois quoi concrètement? C'est quel arbre que tu vois, par exemple? Va vite, va vite. Un sapin. Un sapin. Toi, tu voyais quoi? J'allais dire sapin. Ok. Il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait un décor? Ouais, c'est une forêt. Plutôt les sapins, tu sais, les pins au bord de la plage. Ok. Et toi? Ah, moi c'était à la montagne, au ski. Donc on voit qu'on a déjà deux choses qui ont rien à voir, même si c'est le même arbre. Il y a plein d'éléments qui sont différents. Pour vous dire que on peut avoir les mêmes mots qui veulent dire différentes choses. Avec Arnaud Clément, dans l'émission, on parlait de notion de plaisir. Mais j'ai dit, ce qui est important, c'est déjà de définir qu'est-ce que le plaisir. Le plaisir pour Charles n'est pas forcément le même plaisir pour moi ou pour Rush. Donc quand on va pas bien, déjà, c'est de définir qui on est et où est-ce qu'on veut aller, qui on souhaite devenir et quel joueur on souhaite être. J'ai une autre théorie là-dessus, mais peut-être Charles, si tu veux compléter, et après je reprends. Non, vas-y. On en a parlé aussi avec Stéphanie Forest dans l'émission, le concept du why, qui a été fait par le fondateur de Toyota, qui en fait explique que quand on a une problématique, on se pose, enfin lui en tout cas, il se posait 5 questions, 5 pourquoi, qui menaient finalement à la résolution de ses problèmes. Au pourquoi profond. Et le pourquoi profond, exactement. Par exemple, on peut faire un exemple comme ça. Charles, toi, est-ce que tu as pratiqué du sport? J'ai pratiqué Ouais. Oui. T'as pratiqué quel sport? le foot et le handball. Ok, le handball, pourquoi t'as pratiqué du handball? Parce que j'aimais le côté combattant, aller au combat, contrairement au football où je le ressentais un petit peu moins. Ok, pourquoi t'aimais aller au combat? Parce que c'est en rapport principalement avec mes valeurs, j'aime beaucoup ça. C'est un guerrier. Ouais, j'avais hésité entre le judo et le handball, et en fait je suis parti plutôt sur le handball parce que j'aime beaucoup ce côté cohésion, et pas ce côté seul. Pourquoi t'aimes beaucoup ce côté de cohésion? Je pense que c'est dû à mon éducation et à ce côté famille qui est important pour moi. Ok. Donc là, par exemple, c'est un raccourci, mais Charles a fait du hand parce qu'il retrouve ce côté familial qu'il a.
Et ça, c'est une question je trouve que c'est un exo qui est trop pertinent parce que quand on parle avec un athlète, si je lui pose simplement pourquoi tu fais du hand, bah, il va me dire sa première réponse. Et je vais pas aller aussi loin. Parce que j'aime ça. Voilà, parce que j'aime ça. Comme tout le monde. Pourquoi je fais podcast? Parce que j'aime ça. Et en fait, si on creuse, on va avoir des éléments beaucoup plus pertinents. Et ça, je pense, c'est de la connaissance de soi. Et quand un sportif est pas très motivé, bah, il peut se poser ces questions-là. En fait, pourquoi je fais ce sport? Est-ce que c'est pour être triste comme ça? Non. Pourquoi j'ai commencé ça et qui je souhaite devenir? Mais pas que quand ça va mal. Ok. Moi, je suis convaincu que cette question-là, j'aime pas le il faut. Mais là, il faut se la poser chaque matin. Pourquoi je me lève? Quelle va être mon intention aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire comme action? Toutes ces choses-là qui vont répondre à mon grand why et mon grand pourquoi. Comprendre un peu ses raisons profondes. C'est ça. Pourquoi là, je suis là avec vous aujourd'hui, là, en train de discuter sur un podcast? C'est quoi mon intention et quelle est la valeur que je veux apporter là sur ce moment-là? Pour moi, j'en suis convaincu d'aller se poser ces questions. Donc, pour revenir un peu à la question, pour garder le mental quand ça va pas, ça passe par de la connaissance de soi. Oui, et je pense que ça passe aussi par un travail de travailler le mental quand ça va bien. Parce qu'il faut pas attendre d'être au fond pour se dire, mais il faut que je travaille mentalement. Si le mental, je l'ai bossé quand ça allait bien, bah, je sais très bien ce que ça vaut. Je connais mes qualités et je sais comment je l'utilise. Et quand ça va mal, je pourrais également l'utiliser. Alors que si on attend que quand ça va mal pour se dire comment je crée, bah, si on n'a aucune base, bah, on va un peu plus galérer. Ça, c'est intéressant parce que pour moi, d'un point de vue de quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose, je me dis qu'un grand sportif va faire appel à un préparateur mental quand ça va moins bien. Bah, c'est souvent le cas. Quand, il commence à faire des résultats pas ouf, je sais pas, un tennisman, il commence à perdre un peu. Moi, je me dis, justement, c'est à ce moment-là, donc quand ça commence à mal aller, qu'on va faire appel à un préparateur mental. Ça, c'est une erreur pour vous? Pour moi, non, mais c'est souvent dans ces conditions-là qu'on nous appelle. C'est quand ça va pas ou quand il y a des baisses de performance, quand on se sent un peu moins bien ou des choses comme ça. C'est souvent à ces moments-là qu'on va nous appeler. Par contre, la préparation mentale, c'est vraiment... Souvent, je fais ce parallèle-là, comme la prépa physique. La prépa physique, on travaille pas l'explosivité que quand je vais mal en explosivité. Je vais pas travailler que ma détente que quand ça va mal en détente. Donc peut-être que oui, en effet, je vais voir qu'il y a un gap entre là où je veux aller et là où je suis au niveau de l'explosivité. Mais par contre, bah, je vais aller le travailler et je vais continuer à le travailler même après, quand j'aurai atteint l'objectif. La PM, je vais dire, bah là, j'ai du mal peut-être à me concentrer ou à gérer mes émotions. Je vais aller le travailler, mais ça reste un entraînement quotidien. Je vais continuer à le mettre en place. Et quand on voit les grands champions qui ont un mental de ouf, on pense au tennis à un Nadal, dans le foot à un Cristiano Ronaldo ou dans le basket à un LeBron James, ces mecs-là, ils ont pas attendu d'avoir une faiblesse mentale pour le travailler. C'est leur force. Et ils vont te le dire haut et fort. Et ça qui est incroyable, c'est que c'est leur force. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on combatte cette idée de se dire, ok, on peut faire appel quand ça va mal, mais putain, utilisez-le aussi quand ça va bien. Parce que ça peut être une énorme force. Et quand on regarde les grands champions de tous les sports, c'est ça qui fait leur différence. C'est leur capacité mentale. On a mis récemment là sur le réseau LinkedIn une vidéo de Tony Parker. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, en effet, j'étais peut-être pas le plus grand. J'étais peut-être pas le plus fort. J'étais peut-être pas le meilleur techniquement. Mais par contre, je sais que mentalement, j'étais meilleur que les autres. Et je sais que j'allais être meilleur que certains. Et j'allais peser dans le game de la NBA. Et c'est ce qui a été sa force. Et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'avoir cette carrière. J'ai une question qui me vient du coup là en vous écoutant parler. Les sportifs que vous avez suivis ou que vous suivez encore aujourd'hui, est-ce que vous pensez que s'ils avaient commencé la préparation mentale avant de tomber entre guillemets dans les travers dans lesquels sont tombés, peut-être qu'ils auraient jamais eu appel à vous? Ou alors peut-être ils seraient jamais tombés dans un peu ce down? Moi, j'ai de la chance de travailler avec beaucoup de jeunes, notamment dans le tennis où en fait j'interviens au centre de formation, centre de compétition, ils appellent ça. Et en fait, c'est beaucoup de jeunes. Donc c'est cool parce que c'est peut-être moi qui leur initie, on va dire, à ce qu'ils vont avoir dans le futur. Et j'estime que je vais essayer de mettre les meilleures bases possibles. Bah ouais, je travaille notamment avec ces cartes. C'est des joueurs professionnels. Quand on est jeune, on aime bien avoir des déclarations de joueurs professionnels. Ça va nous inspirer. Bah là, c'est que des déclarations sur le mental, par exemple. Donc c'est intéressant. Moi, j'ai pas cette problématique-là parce que je suis beaucoup avec des jeunes. Et justement, j'insiste beaucoup sur le fait d'instaurer dès le début des bonnes bases. Des bases saines, des bases de bien-être et de performance. Mais d'abord de bien-être, parce qu'il faut se sentir bien dans son sport. Je pense que ça revient un petit peu à la première ou la deuxième question. C'est sur un public jeune. La première, c'est de la sensibilisation. Aux États-Unis, alors, je prends souvent cet exemple-là, il y a des bonnes choses comme des choses peut-être à retirer, mais ils vont faire de la sensibilisation à la préparation mentale à des enfants de 6 ans. Mais ça va être adapté à la population. Je pense que la préparation mentale, on peut vraiment la commencer à, je sais pas, des petits cours de méditation à l'école. Aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place petit à petit dans certaines écoles. Ça peut permettre déjà à l'enfant de mieux se connaître, d'arriver à mieux gérer ses émotions, et quand il arrive plus tard au collège, au lycée, des choses comme ça, à être plus ancré dans ce qu'il a à mettre en place. Vraiment, c'est hyper intéressant. Même pour moi, on peut aller encore plus loin et proposer même des cours, par exemple, sur de la concentration. On est une génération maintenant, rien que la nôtre, on est tout le temps sur nos téléphones. On a un temps d'attente qui est très limité. Et en fait, on est très vite impatient, on veut toujours voir ce qui se passe après. Ça va être de pire en pire avec les nouvelles générations.
Pour moi, c'est un truc qu'on doit instaurer à l'école, comme un cours d'histoire, un cours de maths, des temps de méditation, des temps de concentration, des temps de repos, de respiration, parce que ça va être trop important. On voit même nous, par exemple, dans le podcast, comment on doit communiquer, on sait qu'on doit adapter notre communication sur des choses qui vont vite. On veut que ça aille vite, parce que sinon, le mec qui regarde ou la personne qui regarde, en fait, s'ennuie et veut passer à autre chose. Je pense que ça arrive parfois même à ceux qui nous écoutent de nous écouter et de penser à autre chose. Notre temps de concentration, il est très très réduit. Et donc ça, faut vraiment prendre le temps, c'est hyper important dans le sport, mais aussi surtout dans la vie de tous les jours, de pouvoir avoir une discussion, de pouvoir se focus sur une seule chose, dans son travail, dans ses tâches, et surtout au quotidien. Tout en restant réaliste, en fait. On parle souvent, pareil, d'optimisme. Le réaliste, c'est avoir une vision de là où je veux aller, mais je sais que le chemin, finalement, il va pas être si facile que ça. Et je sais qu'à un moment donné, il va y avoir des embûches. Je sais que peut-être j'avais pas prévu ce résultat, mais par contre, je vais continuer à avancer, je vais continuer à progresser, même si là, je tombe, même si là, c'est un peu plus compliqué, même si là, j'avais pas forcément les résultats. Enfin voilà, moi, aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Il y a des mois, ils sont plus compliqués que certains. J'avais peut-être pas prévu, mais c'est OK. Mais par contre, je sais vers quoi je tends, quelle est ma vision, toutes ces choses-là. Et je pense que ces choses-là, on peut déjà commencer à les initier à des enfants de 6 ans, 8 ans, 9 ans. Une vision, un objectif, entre guillemets, précis, quoi. Ça peut aider, tu trouves? Pas forcément précis, mais savoir vers quoi je tends et qui, on parlait de connaissance de soi, qui je suis aussi. Qui je suis et qui je veux être. Je pense que c'est aussi une question de lucidité. C'est un mot qu'on emploie peu, mais c'est vrai que être lucide, c'est une forme d'intelligence, qu'elle soit émotionnelle ou intelligence plutôt basique, mais être lucide, notamment quand on va chez du sportif, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de médias, mais la lucidité et l'humilité, pour moi, ce sont deux valeurs qui sont ultra importantes et qui font preuve d'une grande intelligence de la part de ceux qui l'utilisent. Donc c'est d'avoir, en effet, un objectif, savoir où je vais. Je sais que ça va pas être tout le temps rose, ça va pas tout le temps être cool. Et ça, quand on est dans cet état d'esprit-là, quand on est face à un échec, face à une difficulté, on dit, OK, ça fait partie du chemin. Qu'est-ce que je mets en place ensuite pour pouvoir avancer? Continuer d'avancer. Et de tendre. Et éviter d'être dans ce côté pessimiste, là, c'est un échec, merci, au revoir, il n'y a plus personne. Et quand on écoute les grands champions, ils ont tous connu ces moments-là où ils étaient en bas. Et souvent, la plupart, ils disent, c'est dans ces moments-là que j'ai le plus appris et que je suis devenu la personne que je suis. Je pourrais pas citer de nom, mais j'ai entendu plein de déclarations qui disaient que, un sportif qui dit, si je n'étais pas descendu aussi bas, j'aurais jamais pu monter aussi haut derrière. Donc c'est ultra important ce que tu dis d'avoir des échecs. Ça fait partie du jeu. Mais au moins, je sais, je peux un petit peu remanier pour atteindre l'objectif derrière. Moi, je me fais accompagner. J'ai un psy, j'ai un mentor, j'ai un coach. Et mon mentor, c'est ce qu'il disait. Il me disait, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'excellence. On fait souvent la différence entre les sportifs, les entraîneurs. On va souvent chercher le perfectionnisme. Ça n'existe pas. On parlait tout à l'heure de tennis. Si on prend Novak, il a jamais été premier à tous les tournois qu'il a fait. Par contre, quand il a été sur un tournoi, il a été vice-champion ou il a été éliminé en quart de finale, c'est qu'est-ce que je mets en place là à l'instant T ou demain, après-demain, sur les échéances qui vont arriver pour retrouver cette première place. Et c'est ça l'excellence. C'est un coup, quand je suis quatrième, qu'est-ce que je vais mettre en place comme action pour redevenir tout de suite dans la compétition. Il y a des gens qui vont faire ce qu'on appelle une performance, ils vont être champions olympiques et puis après on va plus les voir. Ça, c'est une performance. Il y a des gens, ils vont chercher plus le perfectionnisme. Ça n'existe pas. Et en parlant de Novak, ce qui est intéressant, c'est que ce mec-là, il était toujours dans l'ombre de Nadal, de Federer, voire de Murray. Et en fait, d'un coup, il a commencé à bosser sur une autre manière, sur le mental. Et tout le monde le prenait un peu pour un fou. On le voyait fermer les yeux sur le de côté, faire des gestes dans le vide, et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Le temps nous a montré qu'il a eu raison. Ce mec, il a été finalement humble dans son travail et se dire, ok, je peux m'améliorer sur un aspect, je vais le faire à fond, même si ça ressemble pas à ce que font les autres. Et le résultat paye, donc on peut que dire bravo. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'aimaient pas forcément Djokovic parce qu'il y avait une mauvaise image, etc. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à l'apprécier. Parce que, en fait, on peut que constater que, bravo à lui, quoi. Il a plus de 38 ans et premier mondial. Mentalement, ce qu'il met en place, c'est un précurseur, limite, dans le milieu du tennis. Et je pense que ça va engendrer un grand mouvement là-dedans sur l'ouverture. Et chacun avait ses outils. Si on repart sur le tennis, Nadal, lui, c'était principalement ses routines. Ouais. Djoko, lui, c'était principalement l'outil de pleine conscience. Et en fait, je voudrais aussi mettre un point d'honneur à parler de ça, c'est que chaque outil va être utilisé par un sportif. C'est-à-dire que si demain, j'ai 2 sportifs qui vont venir, qui vont parler de, moi, j'ai du mal à la gestion des émotions, la gestion de la frustration, de 2 membres. Ça se trouve, il y aura un travail sur l'imagerie mentale avec tel sportif et de la pleine conscience avec tel sportif. C'est vraiment adapter le travail à chaque individu. C'est pas, c'est un problème de confiance en soi, il va faire ça comme outil. Il va utiliser ça comme outil. Ok, c'est un problème de gestion des émotions, on va utiliser tel outil. Des outils qui vont être plus puissants en fonction de la demande, mais par contre, c'est vraiment adapter le travail en fonction de l'individu. C'est ça que j'aime, moi, dans ce métier. J'en profite parce que tu introduis là, en fait, la prochaine question. C'est comment la préparation mentale, elle peut être adaptée aux besoins spécifiques
de chaque athlète et de chaque sport? Dans le coaching, il faut savoir qu'on travaille avec des humains. Chaque humain est différent. C'est important de personnaliser ce qu'on propose. On ne peut pas proposer la même chose pour chaque sportif parce qu'on a tous des préférences. On parlait de connaissance de soi, on a tous des qualités différentes, des envies différentes, des besoins différents. Et ça, c'est hyper important de personnaliser. Il existe des outils communs qu'on peut utiliser. On parlait de routine, on parle de concentration. J'ai quelques cartes, on peut regarder. Concentration, discours interne, confiance en soi, routine, motivation. Il y en a encore plein d'autres. Il y a la gestion des émotions, il y a la visualisation, il y a plein de choses. Ça se travaille. Et en fait, ça s'adapte en fonction des besoins du sportif. Il peut y avoir des sportifs, je peux en prendre une Serena Williams dans le tennis, par exemple, elle n'aura pas besoin forcément de confiance en soi. Et c'est déjà très boosté. Par contre, sur d'autres outils, on pourra pouvoir travailler avec. Pour moi, c'est comme ça qu'on individualise. Pour répondre à la question, je pense qu'en fonction de l'activité sport, par exemple, si on prend le tennis ou le basket, il va peut-être y avoir souvent les mêmes demandes. Le tennis, beaucoup, par exemple, la concentration. Le basket, ça va peut-être être la cohésion, la gestion de la frustration, toutes ces choses-là. Sachant que c'est un sport qui est très... Aujourd'hui, le basket, je suis pas expert basket, mais c'est un sport où les stats, ils sont aussi importants. Donc ça peut aussi amener de la pression, toutes ces choses-là. Donc je pense que en fonction du sport, il va quand même y avoir des demandes qui vont souvent être les mêmes. Par exemple, moi, dans le handball, c'est des jeunes joueuses, c'est souvent la confiance en soi et la gestion des émotions. Beaucoup. Par contre, après, je vais individualiser le travail. Je vais dire à la joueuse, OK, maintenant que c'est la confiance en soi ou l'estime de soi qui a à travailler, avec un travail de diagnostic en amont, parce qu'on reste quand même sur le côté recherche. Maintenant que qu'on sait ce qu'il y a à travailler, les outils que je peux te proposer, c'est ça et ça. Vers quoi toi tu veux tendre? Quel outil toi tu veux utiliser? Et l'athlète va dire, moi, l'imagerie mentale, ça me parle plus. OK, on part sur cet outil. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Il y en a d'autres, ils vont fonctionner différemment. C'est intéressant que Charles explique qu'il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'utilise évidemment ça, et j'ajoute aussi quelque chose d'autre, c'est la partie hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que ça va me permettre d'individualiser mes prises en charge. Un petit exemple, il y a ce qu'on appelle la stratégie du prénom. J'ai beaucoup travaillé sur le prénom du sportif avec lequel je bosse. Chaque prénom a une signification. Ça paraît bête dit comme ça, mais chaque prénom signifie quelque chose. Il m'est arrivé dans un X sport de travailler avec un sportif qui s'appelait Lucien. Lucien, ce n'est autre que lucidité. Donc déjà, quand on arrive et qu'on axe là-dessus, OK, Lucien, toi, t'es lucidité. Est-ce que, en fait, t'échanges avec lui, tu dis est-ce que tu connais ce que ton prénom signifie? La plupart du temps, ils savent pas. Et tu leur expliques ça, tu dis, tiens, en plus, ton nom, c'est déjà ça. Et c'est des petits trucs comme ça que tu peux lier et qui te permettent de personnaliser ta prise en charge et de créer vraiment un lien avec ton athlète. Pour moi, c'est ça aussi, c'est de créer son lien. Ouais, le lien de confiance, il est important. Ouais. On a beaucoup parlé lors des émissions intégrales. On a eu beaucoup de témoignages de sportifs qui disent, mais moi, j'ai eu une expérience en préparation mentale, ça s'est pas très bien passé, du coup, j'ai pas continué. Donc c'est dommage. C'est comme si on a un coach, ça s'est pas bien passé, du coup on arrête le sport. Du coup, c'est une question de lien pour moi, et ça, faut qu'on porte une très grande importance à ça. Quel lien on va créer avec nos sportifs? Parfois ça passe pas. Parfois il y a des sportifs avec lesquels ça passe pas. Il faut pouvoir admettre, ok, ça passe pas, je peux te recommander une autre personne, ou tu peux voir ce que tu peux faire d'autre. Mais créer ce lien, pour moi, c'est ultra important, et qui va permettre justement d'individualiser le travail et de comprendre les besoins de l'autre. On parle aussi de préparation mentale, donc on va se livrer. Le sportif se livre avec nous. Donc faut le mettre en confiance. Plus il va se livrer, plus on va savoir où est-ce qu'on doit aller. Si on arrive et que le sportif ne dit rien, on va devoir ramer. C'est pas ça, ramer d'ailleurs, ça c'est quoi ça? Tirer. C'est tirer, on va devoir tirer justement pour avoir les infos, et on va galérer. C'est un peu comme le why. On va donner une info, et si on va pas chercher ça, on n'aura pas la suite. Je sais pas si ça répond, je pense que les deux réponses... Si, globalement, je pense que ça répond plutôt bien à la question. Merci, messieurs. J'espère que tout le monde passe un bon moment. En tout cas, moi, je passe un bon moment. Moi aussi. Prochaine question, je crois qu'on l'a déjà pas mal vu dans les intégrales, mais ça peut être bon de le rappeler. En quoi la préparation mentale est-elle complémentaire à la préparation physique? Complémentaire parce qu'on n'est pas juste des muscles. Il va y avoir le corps et l'esprit. Et si les deux ils sont alignés, du coup, c'est ce qui va permettre d'apporter de la performance derrière. Et du bien-être et toutes ces choses-là. Dans le cursus universitaire que moi j'ai eu, il y a un des profs, je citerai pas le nom, mais s'il écoute, en tout cas, il se reconnaîtra. On parlait beaucoup de systémie. Et je suis convaincu que aujourd'hui, avec mon expérience de préparateur mental, la systémie, elle est importante. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'athlète au centre du système et il va y avoir les différentes personnes qui vont pouvoir travailler pour l'athlète. Je dis bien pour l'athlète. C'est-à-dire qu'il va y avoir, en effet, le préparateur physique, il va y avoir l'entraîneur, il va y avoir le nutritionniste, s'il y en a un, kiné, et du coup, le PM. Mais toutes ces personnes-là, elles vont travailler conjointement, main dans la main, pour sublimer l'athlète et qu'il soit excellent le jour J. Et c'est pour ça que la préparation physique, elle vient se compléter à la préparation mentale, comme elle vient se compléter à la nutrition, comme elle vient se compléter au kiné, à toutes ces choses-là. C'est un tout. Et s'il manque un ingrédient, c'est comme une recette, s'il manque un ingrédient, en fait, c'est vrai qu'un grand athlète ne peut pas faire une impasse sur la nutrition, par exemple.
Difficile. Après, tout dépend du sport qu'il peut faire. Mais c'est quelque chose qui, à un moment donné, va être important d'aller chercher. C'est top ce que dit Charles, je suis entièrement d'accord. Pour argumenter encore par rapport à ça et prendre l'exemple d'un grand sportif, on a reçu Arnaud Clément, qui en fait, lui, quand on l'a reçu, il a dit « Ouais, mais moi les gars, sur le mental, j'ai pas grand chose à raconter ». Et en fait, il nous a parlé pendant 1 heure de l'émission sur sa capacité à se dépasser physiquement. Et il expliquait que quand physiquement il était à fond, il prenait beaucoup de plaisir. Et en fait, il a répondu à la question tout seul. C'est-à-dire que parce que sa force physique il avait conscience de ses qualités, et physiquement, il sait que s'il s'arrachait, il allait prendre du plaisir. Le mental et le physique, ils sont tout le temps liés. On a fait 1 heure, on a parlé que de mental, et sans qu'il s'en aperçoive. À un moment, je lui dis, on parle de mental, là. Il fait, ouais, c'est vrai qu'on parle de mental. Donc, en fait, c'est tout le temps lié. On y est tout le temps. Le physique, faut aussi pas oublier que quand on fait des actions, quand on actionne quelque chose, c'est le cerveau qui envoie le message. Donc, forcément, en fait, les actions du corps vont être liées à ce qui se passe là-haut. On a actuellement un moustique sur l'émission. Ok, top. Et je pense après, que... pour terminer, c'est pour parler vraiment de la relation prépa physique, enfin physique et mentale, c'est rappelons que ce que c'est une émotion. Une émotion, si on la décortique, c'est qui veut dire qui pousse à l'action, qui est emotion, qui nous amène vers l'action. Donc du coup, si on travaille sur le côté aussi émotionnel, ça va avoir un impact aussi sur le côté action. Et du coup, sur le physique. Ça, c'est aussi ce qu'on peut appeler le mindset, c'est-à-dire dans quel mindset je suis, et je vais avoir plein d'actions par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé l'accent emotion. Ouais, je vais le garder en tête celui-là. Alors, rapidement, là, j'ai une autre question qui est pas mal aussi. Comment, moi, étant non athlète professionnel, pas artiste non plus, même pas entrepreneur d'ailleurs, une personne assez simple, somme toute, je peux mesurer mes progrès en préparation mentale tout seul? Alors, il existe des questionnaires de préparation mentale. Je vais vous en montrer un peu pour voir à quoi ça ressemble. On a un test qui s'appelle le test des stratégies de performance. Il y a plein de tests de questionnaires différents qui sont adaptés en fonction des besoins. Ça peut être lié à la motivation, à la gestion des émotions, à la confiance, à l'estime de soi. Ça ressemble à ça. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Et l'idée, c'est de répondre en cochant, c'est souvent comme ça que se présentent les questionnaires, hein, avec de 1 à 5 ou de 1 à 7, avec des curseurs. Le 1, c'est jamais, rarement, quelquefois, souvent ou toujours. Et en fait, c'est des indices, donc c'est des questionnaires scientifiques qui ont été faits par des chercheurs qui permettent de pouvoir quantifier mes besoins et où est-ce que j'en suis. Ça, c'est un outil qu'on utilise énormément en préparation mentale parce que il peut y avoir un grand écart entre ce que nous dit le sportif et quand il va répondre aux questions. C'est des questions qui sont très précises sur des secteurs très précis et on peut avoir beaucoup plus d'infos que si on a un échange simple comme ça. Ouais, en fait, à savoir qu'en préparation mentale, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, si est-ce que c'est reconnu ou je sais plus trop ce que c'était la question. Oui, est-ce qu'il y a un cadre juridique? Est-ce que c'est reconnu, quoi? En fait, on va s'appuyer sur 2 choses. La première chose, c'est le côté quantitatif, notamment les questionnaires, qui vont permettre d'avoir éventuellement le profil de l'athlète sur comment il se comporte sur l'anxiété, sur l'estime de soi. Voilà, il y a plein de questionnaires en fonction des habiletés mentales, ce qu'on appelle les habiletés mentales. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est qualitatif. Qualitatif, c'est tout ce qui va être les entretiens semi-directifs, entretiens d'explicitation, les autoconfs. Donc autoconfrontation, c'est je vais mettre la vidéo et puis on va voir comment ça se passe quand tu te regardes aussi en train de faire l'action, toutes ces choses-là. Et ces 2 choses-là, en fait, on va aller finalement les croiser et voir si le côté qualitatif et le côté quantitatif, ils viennent dire la même chose. Et ensuite, on va pouvoir aller travailler sur mettre en place des outils de préparation mentale. Mais ça, c'est des outils qui vont être plutôt mis en place par un PM. La question, c'est en tant que personne lambda, entre guillemets, quels outils je peux utiliser? Déjà, je pense que ça peut être, quand je vais à l'entraînement ou dans la journée, au début de la journée, c'est, comme je disais tout à l'heure, quelles vont être mes 3 actions principales, prioritaires que je vais faire dans la journée. Et où moi, je m'engage avec moi-même, où je vais tenir cet engagement vis-à-vis de moi-même. Ou si j'arrive pas à tenir cet engagement vis-à-vis de moi-même, ça va être vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon copain, vis-à-vis de ma famille, mes enfants ou des choses comme ça. Et ça peut être un outil très simple à mettre en place. C'est finalement quelles vont être les 3 actions prioritaires que je vais mettre dans la journée, que je vais faire dans la journée pour faire ce pas supplémentaire chaque jour. Souvent, on veut atteindre un objectif très rapidement. Dans l'immédiat, dans l'instant T, c'est ce qu'on veut. Par contre, c'est vraiment aller mettre en place chaque jour des petites actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là. Ça, c'est carrément ce que raconte le livre « Un rien peut tout changer ». Ouais. En gros, le gars explique que souvent on veut du changement du jour au lendemain, on veut changer de 0 à 100%, et en fait, lui, il explique que ça passe par du 1% plus 1% plus 1%. Ça peut paraître long, mais à la fin de l'année ou à la fin du mois, on a pris 30%, on a pris 100%. Et ça, c'est un changement qui est significatif. Il dit aussi, par rapport à ce que tu dis, Charles, il parle des habitudes. En fait, ça, c'est hyper important. Il explique que très souvent, quand on veut faire une nouvelle habitude, on l'a fait pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, je veux mieux manger, c'est parce que je veux être plus fit. Et souvent, en fait, on craque parce que c'est trop léger comme argument. Et il explique que, selon lui, pour avoir des habitudes et les garder, il faut se focus sur quelle personne je souhaite être.
et quelle identité. Il se dit que si je veux par exemple mieux manger, bah faut que je sois convaincu d'être une personne qui mange sainement. Et pas me dire je veux faire ça parce que je veux ça. En fait, ça passe par l'identité. Si par exemple si je veux faire plus de sport, bah mon identité c'est que je suis un sportif. Donc comme je suis un sportif, je me comporte comme un sportif. Ça je pense c'est du détail mais c'est hyper important. Ouais. Combien de personnes veulent prendre des nouvelles résolutions au Nouvel An, à Noël, etc. Je mange mieux, etc. Et en fait, au bout de 3 jours, ça lâche. Au bout d'une semaine, ça lâche. Au bout de 2 semaines, ça lâche. Au bout d'un mois, grand ouais. max. Parce que c'est pas comme les bonnes raisons. C'est je me comporte comme quelqu'un qui va dire ah putain, c'est vrai que j'ai un peu faim, mais est-ce que je mange ça ou est-ce que je mange ça? Alors la question, ça doit être je mange sainement, je suis une personne saine, donc je mange sainement. Qu'est-ce que ferait une personne saine? Ok, bah là, si j'ai le choix, vu que je suis une personne saine, je vais manger ça ou ça. Et ça passe vraiment sur de l'identité. On dévie un petit peu, mais c'est en lien avec ce que disait Charles. Ouais, parler sur l'identité, c'est souvent, ça c'est le travail que je fais avec beaucoup avec les athlètes et les entrepreneurs qui montent leur entreprise. J'aime beaucoup dire cette phrase, c'est derrière le je suis, je deviens. Si je me dis que je suis timide, finalement je vais avoir ce comportement de quelqu'un de timide. Si je me dis que j'ai confiance, je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance, je vais avoir ce comportement de quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et moi, pour l'avoir testé, aujourd'hui j'ai cette chance d'intervenir à l'université, de donner des cours à la fac. Mes premiers cours, je suis arrivé, je me suis dit mais tu arriveras pas, c'est pas possible. J'étais vraiment dans ce côté pessimiste et pas du tout ce que je peux faire aujourd'hui dans mes interventions. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai travaillé juste sur ce je suis. Je suis quelqu'un qui veut apporter de la valeur à mes étudiants, je suis quelqu'un qui est expert dans son domaine et ainsi de suite. Et après c'est avec les actions finalement qu'on va mettre en place les choses. S'il y a une seule chose à retenir sur ce qu'on vient de dire là, c'est derrière le je suis, je deviens. Ouais. Ça j'en suis convaincu. Le cerveau, c'est une machine. Tu lui envoies un message et il l'exécute. Quand Charles, il se dit, bah, par exemple, là, je suis nul. Ok, le cerveau, il entend, moi, je suis nul. Ok, je suis nul. Vu que je suis nul, bah, je fais des trucs de quelqu'un qui est nul. Et c'est un peu l'inverse. Parfois, on se dit, oui, c'est bien de dire des phrases à voix haute. Par exemple, je suis le plus fort. Ça peut paraître bête de dire je suis le plus fort. En fait, si on le dit, le cerveau, il l'entend. Ça a la même conséquence que se dire, bah, je suis le plus nul. Par contre, je suis le plus nul, on va avoir quasiment zéro mal à le dire. Je suis le plus fort, ça va être plus compliqué. Ouais. C'est comme un peu, on dévie un peu, mais comme dire je t'aime à quelqu'un. Ça va être compliqué de dire je t'aime à quelqu'un. Pourtant, dire qu'on le déteste, c'est plus facile. Et c'est souvent ça, sur la connaissance de soi. Quand on va dire à l'athlète, bah voilà, trouve-toi 3 qualités. L'athlète, il va avoir du mal à les trouver, ces 3 qualités. Par contre, si on lui dit, bah, trouve-toi 3 axes d'amélioration. Alors, il y en a, ils disent défaut. Moi, je suis pas fan de ce mot défaut. 3 axes d'amélioration. Là, ils vont les trouver beaucoup plus rapidement. Ah, il y en a 10 000 à chaque fois. Ils vont les trouver beaucoup plus rapidement. Et c'est là où il y a un équilibre à avoir. Il y a autant de blanc que de noir. Et sur une pièce, il y a pile et face. Ouais. Et du coup, c'est d'aller trouver cet équilibre-là. Je finis là-dessus, mais ce qu'on disait sur le podcast avec Stéphanie, c'est qu'en France, on a une grande facilité à critiquer les choses. Quand c'est pas bien, on va le dire. Par contre, quand c'est bien, souvent, on trouve ça normal. Moi, je dis, ok, c'est pas grave, mais mettons le même investissement dans les choses qu'on voit négatives que dans celles qui sont positives. Et là, ça se passera beaucoup mieux. La jauge est vraiment, on a une balance de, ça c'est pas bien, on va le dire. Baptiste disait dans l'émission, justement, oui, quand les trains sont en retard, on va dire, ouais, mais les trains sont en retard. Et quand ils sont à l'heure, ouais, c'est normal. Donc on va rien dire. Trouvons cet équilibre. Ok, on investit autant d'énergie dans le négatif que dans le positif. On verra que le monde, il va être magnifique d'un coup. Et le négatif va avoir 4 fois plus d'impact sur le cerveau que le positif. C'est-à-dire, si je me dis une chose négative, il va falloir que j'ai 4 actions positives pour aller effacer finalement ce côté, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Ok, bah écoutez messieurs, j'ai fait le tour des questions. Malheureusement, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que sinon le format serait beaucoup trop long. Ça sera pour un prochain format. Exactement, pour une version 2, quoi, une deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai été ravi de présenter ce petit bout d'émission. Ouais, c'était hyper intéressant. Je pense que c'est des formats qui se font pas trop, où on répond à des sujets finalement qui paraissent un peu destinés qu'à des professionnels, mais en fait, on peut voir que c'est dispo pour tout le monde. C'est accessible à tous. N'hésitez pas, s'il y a des questions ou des sujets sur lesquels vous souhaitez revenir, pour ceux qui nous regardent, de commenter. Nous, on lit tout. L'idée, c'est qu'on fasse une grande communauté, donc que tout le monde puisse avoir toutes les infos. On est là pour vous, donc n'hésitez pas, même s'il y a des choses qu'on a dit où vous n'êtes pas d'accord, bah, réagissez, on pourra débattre là-dessus. Et l'idée, c'est que sur cette émission-là, à force, ça soit même vous qui puissiez être invité à la place de Rush avec vos questions, votre expérience de sportif, et qu'avec Charles, on puisse y répondre. Donc voilà. Il n'y a pas de réponse bête ou de questions. Des questions. Voilà, même nous, si on se trompe, on peut se tromper. Dites-le en commentaire. Voilà, il vient de se tromper à l'instant. Voilà, j'espère que on a répondu à vos questions. En tout cas, on a fait notre maximum. Et puis, on vous dit à très vite. T'as le mental ? Et toi, t'as le mental ?